Mesdames, Messieurs, bonsoir. Heureuse de vous retrouver pour un autre rendez-vous du savoir. Nous sommes face à l'actualité ce soir. Interdiction avec effet immédiat de toutes les activités des organisations non gouvernementales financées ou alors soutenues techniquement par la France du côté du Mali. Une décision qui a été prise suite ou alors en réponse à l'annonce faite par la France le 16 novembre dernier lors de certaines mesures prises. Et pour les autorités maliennes, il s'agit tout simplement d'un non-événement. À cet effet, chers téléspectateurs, comment comprendre justement cette décision? Interdiction de toutes les activités des organisations non gouvernementales françaises. À quoi s'attendre après? Mesdames, Messieurs, un autre sujet au cœur de ce programme, mais qui suscite le courroux de nombreux panafricains, c'est ce rapport du département d'État américain contre Afrique Média, mais également des leaders panafricains. Afrique Média et ses leaders taxés d'être des maillons essentiels de l'écosystème de désinformation, mais également de propagande. Comment expliquer ce rapport? Quels sont les éléments de preuve qui confortent ces allégations contre Afrique Média, la télévision panafricaine et ses leaders panafricains? La bataille communicationnelle a-t-elle pris un autre virage? Pour en parler ce soir, des experts de haut vol. Professeur Mbélec, bonsoir. Bonsoir Céleste, bonsoir au panéliste, tu vas présenter, bonsoir à l'équipe technique, bonsoir à tous les téléspectateurs de l'édition spéciale, face à l'actualité plutôt. Voilà. Et bonsoir à tous nos camarades qui sont sur Zoom. Et merci de m'avoir invité une fois de plus. Plaisir renouvelé, professeur Mbélec, de vous savoir présent ce soir dans le cadre de ce programme face à l'actualité. Vous êtes astrophysicien, mais également vous êtes panafricaniste. Absolument. Merci encore d'être là. Doyen Simodé, bonsoir. Bonsoir Capel, merci encore une fois de m'avoir invité sur ce plateau. Je voudrais saluer mon frère, le professeur Mbélec. Vous savez, nous les indigènes, nous qui n'avons pas été en classe, on était seulement à l'école, on s'est seulement réfléchi, on ne s'est pas écrit. Donc je voudrais ici vous dire que je suis encore vraiment inconsolable ce soir parce que après la mort du combattant Omotunde Kalala, Professeur Kalala, je viens de perdre un être très très cher. Je suis inconsolable. Il s'agit du directeur de Solipac, une société basée à Douala. Ce monsieur est mort ce matin. Ce monsieur Ngingamo, de suite d'un arrêt cardiaque. Un monsieur vraiment humble, un homme de cœur, un homme persévérant. Je vous assure, est patient. Je suis très très embêté. Je suis affecté ce matin. On était avec ce monsieur le 19. On était avec lui dimanche passé. Ce matin, on m'appelle à 9 h pour me dire qu'il est mort. On a discuté ensemble pendant des heures. Vous me voyez là, je suis très très abattu. Très abattu. Un monsieur qui réunissait du monde. Il est toujours en train d'assister, de conseiller. Mais malheureusement, quand le temps de Dieu arrive, personne ne peut rien y faire. Je voudrais seulement présenter mes sincères condoléances à toute la famille attristée, à tous les amis avec qui on est, et leur dire qu'il faut qu'on tienne fort parce que on est venu pour partir. Mais que la terre de nos ancêtres lui soit légère et que vraiment ses ancêtres le reçoivent à côté d'eux. Merci encore une fois de m'avoir invité. Je voudrais saluer tous les panafricains du monde entier, tous ceux qui travaillent pour l'émancipation de l'Afrique, pour le changement de l'Afrique, et surtout les techniciens, le DG de cette structure, surtout vous les techniciens, vous les journalistes par qui nous ne pouvons pas mener le combat qu'on a mené jusqu'à présent. Encore une fois, merci, merci, merci pour tout le travail. Nous comprenons toute cette douleur ce soir et nous, voilà, une compassion à l'endroit de toute la famille, connaissances, frères, collaborateurs et pourquoi pas amis de ce directeur général, que la terre de nos ancêtres lui soit légère. Sincères condoléances également à vous, étant donné qu'il s'agissait d'une personne très proche à vous. Tout à fait. Vous êtes écrivain, mais également le promoteur du Made in Africa. Et en multiplace, Monsieur Gamal Abina, bonsoir. Merci pour l'invitation et puis j'attends le débat avec impatience. Vous m'entendez là? Nous vous recevons. Très bien. Donc je disais bonsoir, merci pour l'invitation, bonsoir à tout le monde et j'attends le débat avec impatience. Merci d'être là. Merci d'être là, Monsieur Gamalabina. Vous êtes internationaliste. Et on rappelle également que dans le cadre de ce programme, nous aurons le général Issa Diawara, qui est analyste politique, mais également panafricaniste, sans oublier le stratège Chaline Kenyé, qui sera également là en multiplace. Alors, professeur Mbélec, je commence par vous.
Interdiction avec effet immédiat de toutes les activités des organisations non gouvernementales au Mali qui sont financées ou alors soutenues techniquement, matériellement par la France. Il était temps ou bien? Il était temps, et puis c'est la réponse du berger à berger. La France suspend une aide dont nous savons que ce n'est que l'argent des Africains détourné via les comptes d'opération que la France prétend redistribuer en général à ses propres sociétés ou à ses ONG. Donc si elle suspend cette aide, écoutez, première rétorsion, déjà vos ONG, on en profite pour les éliminer. Parce qu'on en fait, on a vu que c'était des centres d'espionnage. On a vu qu'ils étaient capables d'apporter des soins aux terroristes, souvenez-vous, et même d'apporter la logistique aux terroristes. Et nous savons aussi que ce sont des organisations qui travaillent en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères français, le Quai d'Orsay. Voilà. Et je rappelle également que le Mali n'est pas le premier État à le faire. La Russie l'avait déjà fait. La Russie a déjà interdit des ONG occidentales sur son sol. Toute ONG qui ne peut pas justifier l'apport de ces fonds est interdite en Russie. Donc, chaque État a le droit de se protéger. Ce sont des mesures conservatoires. Les ONG ont déjà été mises en mal, même ici au Cameroun. À propos du NOZO, on a vu le jour des ONG. Elles sont toujours pro-occidentales. Elles n'ont jamais donné d'avis contre leurs États d'origine, quand bien même il est manifeste que ces États sont en défaut vis-à-vis des autres États tiers. Donc, moi, je pense que ce n'est que par, qu'on appelle ça, on peut dire, sensiblerie qu'on sera affecté par une telle interdiction. C'est-à-dire que quand on entend ONG, organisation non gouvernementale, d'abord, elles n'obéissent pas à cette définition, puisqu'elles sont soumises à leur gouvernement via des fonds et via des services rendus. Voilà. Ensuite, quand on entend organisation non gouvernementale, on a l'impression qu'elles sont vierges de tout reproche, quoi. Alors que c'est faux, on a vu, même au Rwanda, on l'a vu. Donc, les interdire, s'il s'avère qu'elles sont nocives, c'est faire du bien à la population. Et voilà, et qu'on ne fasse pas pleurer que maintenant qu'elles ne seront plus là, la population est abandonnée, parce que ces ONG aident la population, rien du tout. On verra sur le terrain, on verra que les populations s'en porteront de tant mieux. Et en plus, nous, on est dans une logique, nous les panafricains, d'émancipation. On ne veut plus d'assistanat. D'ailleurs, c'est un assistanat d'insulte, parce qu'ils nous insultent en disant que nous sommes toujours des États assistés. Alors, un coup, on t'insulte que tu es un assisté, un autre coup, on t'envoie des ONG. Bon, donc ça veut dire qu'elles ne sont pas là pour t'aider, en fait. Elles sont là pour faire la politique de leurs États d'origine. Voilà. Donc moi, personnellement, je trouve que c'est une bonne chose. Tout ce qui va nous permettre d'être dans un sens d'émancipation, d'être totalement autonome, y compris dans le football. Et je félicite les équipes africaines qui vont à la Coupe du Monde de football, même si je sais que c'est truqué, mais qui y vont avec des entraîneurs africains. Elles feront d'autant plus la fierté de l'Afrique. Qu'elles sortent gagnantes ou perdantes, c'est pas grave. En tout cas, on en tire la fierté. L'émancipation doit être totale, même au niveau industriel. Voilà un industriel qui est parti. Paix à son âme, ces mots, mes condoléances. Voilà. Et il faut que les capitaines d'industrie qui opèrent en Afrique, et pour extraire les matières premières, pour les transformer, et pour créer même tout simplement les supermarchés, tout ça. La pharmacie, y compris la pharmacopée traditionnelle qu'on peut industrialiser, si on en a besoin vraiment de cette façon, ça doit être totalement contrôlé par les Africains en Afrique. Je n'ai pas forcément dit tel ressortissant de tel État. Un Africain en Afrique, un Algérien peut très bien opérer au Cameroun, c'est très bon pour nous, c'est un Africain. Il faut vraiment penser Africain en Afrique. Donc moi, je suis content de cela. Et d'ailleurs, est-ce que les ONG africaines opèrent en France pour aider les paysans français sans que l'État français leur crée des problèmes? Je vous réponds tout de suite, non. S'il y a une ONG africaine qui opère, ça c'est déjà arrivé, je vous le dis, c'est déjà arrivé, et bien, à la fin, l'État français leur crée des problèmes pour qu'ils arrêtent d'opérer. Je vous dis que c'est déjà arrivé. Puisque c'est même des associations qui souvent ont voulu opérer de bon cœur cette fois-ci. OK? Mais je vous dis que dans ce cas-là, ça ne fait pas long feu. L'État français intervient pour arrêter ces opérations-là. Voilà. D'une façon ou d'une autre. Merci, professeur Mbelek, pour ce premier jet d'intervention. Doyen Simondé, quel était véritablement l'apport de cette aide publique
au Mali? Madame Capel, je me pose bien des questions. Est-ce que vous avez vu un pauvre aller aider un riche? Je voudrais qu'on me montre un seul pays. Quand vous voyez des pays occidentaux qui luttent pour venir s'installer en Afrique, ils luttent, ils prétendent qu'ils viennent aider l'Afrique. Vous êtes à côté d'un malade pendant des années. La maladie ne s'améliore pas. Vous continuez à insister pour être à côté du malade. On dit, monsieur, non, écoutez, ça suffit. Laissez-nous nous débrouiller avec notre malade. Vous insistez, vous persistez pour être là. Non, c'est quand même, c'est quelque chose que moi je ne comprends pas. Je voudrais que ces gens m'expliquent comment est-ce que ils sont là, ils sont pauvres, ils ne produisent rien du tout. Je dis rien. Mais ils viennent en Afrique, ils prétendent qu'ils viennent nous aider, ils viennent nous assister, viennent nous faire de l'aide au développement. Ils mettent en place des organisations, je ne sais pas comment les qualifier même, qui ne servent à rien pratiquement. Parce que ça fait 60 ans d'indépendance. Voilà le Mali qui est dans les problèmes. Le nord du Mali est dans les problèmes en permanence avec les djihadistes qui ont divisé le pays. Ils n'ont jamais pondu un rapport pour dénoncer les Français. Même pas un seul. Mais le travail, c'est réussir à avoir des petites failles des gens au pouvoir dans les pays africains, dans certains pays africains, qui travaillent pour l'intérêt du peuple. On fait tout pour les nuire, parce que ça ne rentre pas dans leurs intérêts. Il est temps que les pays africains mettent un terme à ces histoires, parce que je ne sais pas à quoi ils nous servent. Non seulement ils sont là, ils volent nos matières premières, ils divisent les pays, ils font tout ce qu'il faut pour faire en sorte que le pays n'avance pas, mais ils prétendent qu'ils viennent aider. Ils aident en fonction de quoi? Est-ce qu'on oblige quelqu'un à l'aider? Moi, je veux qu'on m'explique comment des gens peuvent venir dans des pays africains et imposent l'aide, force à aider. Ils aident quoi? Vous avez notre porte-monnaie dans votre poche et vous prétendez que vous nous aidez. Remettez-nous notre porte-monnaie si vous voulez nous aider. C'est pas compliqué. Est-ce que c'est compliqué? Si la France prétend qu'ils veulent aider les Africains, qui nous restitue notre argent fait quoi à la chamalière? Pourquoi est-ce qu'on imprime notre argent à chamalière pour 14 pays africains? C'est ça l'aide en Afrique. Et leurs ONG sont là pour financer la rébellion, envoyer des armes aux rebelles. Non, il faut qu'on mette un terme à cette histoire-là. Pour moi, il ne faudrait pas qu'il y ait une seule ONG des pays occidentaux en Afrique, parce que ça ne nous sert à rien du tout. Si on parle de bilan, je voudrais qu'on présente le bilan d'une ONG qui a fait ses preuves dans un seul pays africain, sur tous les plans. Parce que, on va me dire, ils sont là ils travaillent pour la démocratie. C'est ce que moi j'appelle la démocratie. Parce qu'ils ne travaillent pour rien du tout. Au contraire, ils sèment la zizanie dans les pays africains. Ils détruisent les bases, les fondamentaux des pays africains. D'ailleurs, quand on parle des ONG, si vous regardez bien, la constitution qui fonctionne dans les pays africains, on n'a jamais demandé l'avis des pays africains. Les ONG qui viennent, ils ont dénoncé la même mise des pays africains, les accords de coopération bidon qu'on a signés depuis la nuit des temps. Est-ce que les ONG ont dénoncé? Ils font donc quoi en Afrique? Non, il est temps qu'on mette à cette histoire-là et qu'on les expulse de tous les pays africains et qu'on refuse toutes les aides des pays occidentaux en Afrique. Parce que ça ne nous sert à rien. S'il y a des gens qui doivent aider, c'est nous qui pourrons les aider parce qu'ils nous aident en rien du tout. En rien. Je suis désolé, Madame Capel. Vous n'êtes pas, c'est votre avis. Vous n'avez pas besoin, voilà, de le souligner. C'est votre avis et on l'a dit sur Afrique Média. Tous les points de vue sont pris en considération. Monsieur Gamal Abina, interdiction avec effet immédiat des activités de ces organisations non gouvernementales du côté du Mali. Pour de nombreux Africains, il s'agit même d'une mesure tardive. Cela devait être fait un peu plus tôt. Partagez-vous cet avis? Quel a été même véritablement le poids de ces ONG pour le développement de la République du Mali? Les ONG, en vérité, ne sont pas destinées à aider le développement. Ça, c'est pas vrai. C'est un mythe. Les ONG sont destinées, quand elles sont là, à aider les populations pour des raisons X ou Y. Question, par exemple, de vaccination, question de creuser 2-3 puits. C'est un peu le rôle des ONG qui sont censées être non gouvernementales. Donc, des organisations, quand elles sont de petite taille, parfois elles sont honnêtes. Par contre, les grandes ONG, style Médecins sans frontières, Médecins du monde, toutes ces grosses organisations, elles ont des liens directs avec l'État puisqu'elles sont pour grande partie financées par les gouvernements. Donc, qu'est-ce que les ONG peuvent apporter et pourquoi on les dégage? Bien, déjà, la question qu'on doit se poser, c'est comment se fait-il qu'on puisse dire à des ONG qui sont censées ne pas être dirigées par les gouvernements de ne plus aller dans les pays dans lesquels elles opéraient? Et la réponse est très simple, c'est qu'elles sont sous tutelle. Donc, voilà. Donc, c'est une sorte de soft power, on va appeler ça comme ça gentiment, qui consiste à utiliser un moyen de pression, un moyen de soutien ou de plus ou moins d'aide
qui réduit quand même les populations à une situation de mendicité, au motif qu'elles sont là, elles sont sympathiques, elles ont une belle image. Mais à côté de ça, les grandes actions, cette fois-ci pour le développement en substance, donc le co-développement, le travail d'État à État, ne se fait pas. Donc c'est une sorte de patte, je pense, pour cacher la misère. Et je pense que lorsque le gouvernement français demande à ce que les ONG n'opèrent plus en Afrique, déjà, il n'a pas à le faire. Normalement, ça devrait être interdit. Et quand bien même il le ferait, ça répond à une réalité qui est plutôt, il faut s'interroger de savoir la raison pour laquelle il refuse. Eh bien, la raison est très simple, c'est de dire qu'ils n'ont plus la main sur le Mali. Le Mali s'est rendu indépendant, qu'ils ont du mal à avaler la pilule, parce que ça ne semble pas bien passer, puisque c'est une chose qu'ils reprochent régulièrement au Mali, et qu'ils utilisent cette petite méthode un peu ridicule de sanction par les ONG. Bon, c'est une sanction qui est indolore, il ne fera pas grand-chose, mais ça traduit réellement la difficulté dans laquelle la politique française dans la région est menée, puisque finalement, c'est un peu la politique du bâton et de la carotte, à savoir, si vous êtes gentil, on vous donne un petit peu de carotte, mais si vous êtes méchant, on met un coup de bâton. Bon, là, ils ne peuvent pas mettre de coup de bâton, ils retirent la carotte en pensant que ça aura un impact important. Moi, j'ai envie de dire simplement, c'est que les ONG, si elles sont non gouvernementales, elles peuvent exister dans d'autres pays. Il peut y avoir même des ONG africaines en elles-mêmes qui peuvent se créer, qui peuvent apporter un concours, et le font déjà certainement, et qui n'ont pas nécessairement besoin d'une ONG d'un pays occidental. Ça, c'est un petit peu maladroit, c'est un peu ridicule. Donc, interdire l'évolution d'ONG dans un pays alors qu'elles sont censées aider à titre complètement caritatif, ça paraît très problématique. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, la question n'est pas de savoir si les ONG travaillent bien ou mal, ou si elles ont aidé à une forme de réduction de la misère, parce que ce n'est pas du développement, c'est juste de réduction de la misère. La question est de savoir si ces ONG sont devenues le bras armé, involontaire sans doute, des gouvernements qui font des coups de pression, alors qu'on est très loin du sérieux des relations d'État à État. Logiquement, les ONG ne doivent pas être inquiétées, elles le sont aujourd'hui. C'est une façon de sanctionner le Mali très, très maladroite à mon sens, qui ne va pas aller bien loin, mais il n'en demeure pas moins que ça traduit une réalité sur le plan politique. C'est que le Mali a pris une émancipation qui est telle que pour la première fois, la France demande à des ONG de ne plus opérer sur le territoire. Bon, bah, c'est maladroit, c'est comme ça, c'est la vie. Dans tous les cas, la France n'est pas la mère de l'Afrique, ils se débrouilleront très bien sans elle. Merci pour cette première intervention, Monsieur Gamalabina. Monsieur Batengene, bonsoir. Bonsoir, Madame Capelle. Bonsoir à tous les co-panélistes qui sont là. Le doyen Décimo, le professeur Mbelek et notre frère Gamalabina qui est en multiplex. Il n'est pas le seul, hein? Et ça me donne l'occasion justement de présenter le général Issa Diawara qui est en multiplex. Déjà, il faut rappeler aux téléspectateurs, M. Batengene, que vous êtes sociopolitiste. Merci d'être là, M. Batengene. Général Issa Diawara, bonsoir. Oui, bonsoir à vous, Madame Céleste Capen. Bonsoir au plateau. Je vois le professeur Mbelek, je vois le doyen et mon frère et ami Jonathan Batengene. Je vois aussi un multiplex. Je vois bien sûr Gamal et puis, je sais pas, je ne me souviens pas trop. De toutes les façons, je dis bonsoir à toute l'Afrique et bonsoir à tous ceux qui sont en train de me suivre en ce moment. Et je vous dis merci pour l'invitation. C'est une fois un plaisir, c'est un plaisir renouvelé. Monsieur Issa Diawara d'être là ce soir. Vous êtes analyste politique mais également panafricaniste. Et justement, je vais poursuivre avec vous, Monsieur Issa Diawara. Vous êtes malien, membre actif, il faut le préciser, de la société civile. Vous militez pour le développement de la République du Mali, mais également pour de meilleures conditions de toutes les populations maliennes. Et à cet effet, cette aide publique de la France qui a été suspendue, première des choses, quel a été l'impact de cette aide? Est-ce que ça a apporté un plus à la République du Mali ou alors, entre guillemets, c'était une sorte d'aliénation des Maliens auprès des Français? Oui, madame, c'est une sorte d'aliénation. Ce n'est pas une aide. Je ne sais pas, la France utilise le vocabulaire aide, mais nous autres panafricains, ce n'est pas une aide. C'est un prêt octroyé, c'est un prêt, c'est une dette que la France accorde aux États qu'elle considère comme son ancien précaré. C'est un prêt, c'est une dette que vous devez rembourser. Mais ce qui est bizarre dans cette histoire, c'est une dette et c'est la France qui décide de où est-ce que la dette doit aller. Donc, ce n'est jamais une aide au développement. Une aide, madame, si moi je dois vous aider, ce n'est pas à moi de vous dire que vous devez faire de l'argent. C'est à vous de décider de ce que vous devez en faire. Mais c'est la France qui dit, oui, il faut mettre ça peut-être dans Ebola, dans je ne sais pas quoi la France va inventer
Covid ou quelque chose comme ça. Donc, en réalité, ce n'est pas une aide, c'est une aliénation, votre dernier terme. Et ensuite, il ne faut pas oublier l'AFD, ce qu'on appelle l'aide française, l'aide publique là. Mais c'est l'aide à partir de quoi? Mais c'est à partir de ce que la France nous vole sur le franc CFA, à partir de nos devises, à partir de ce que nous déposons au niveau des trésors publics, au niveau du trésor public français. Donc la France nous endette à partir de notre propre fonds qu'elle nous vole. Donc je ne comprends même pas à quoi cela puisse être une aide. C'est une façon de nous rendre les 10% de ce que la France nous vole. Et ensuite, madame, ce qu'il faudrait voir, aide là, ça a développé le Mali. Ça fait combien d'années on est là-dessus? Moi, je ne vois même pas l'impact de cette fameuse aide. Ce n'est même pas une de cette fameuse dette que la France nous accorde. Au Mali, moi, je ne vois pas de traces. Où est-ce que ça se trouve? Nous, on n'en voit pas. Donc, ça fait longtemps que la France dit qu'elle aide les Maliens. Elle nous aide à faire quoi? À devenir pauvres? En tout cas, pas à devenir quand même un pays développé. Sinon, nous sommes dans cet état et la France même décrit le Mali dans ces conditions, que ça profite à des millions de Maliens à bord. Donc, une aide chaque fois qui fait augmenter le nombre de la, en tout cas des misérables. C'est ça que ça veut dire? Donc, ce n'est pas une aide, ça. Et ensuite, moi, ce qu'il faudrait voir, une suite de l'objectif, moi, je vois ça plutôt, cette suspension, c'est peut-être une suite de l'objectif des sanctions de la CEDEAO. N'oubliez pas que les sanctions de la CEDEAO avaient pour motif de soulever les populations maliennes et de faire renverser le régime, bien sûr, révolutionnaire du Mali. Cela n'a pas fonctionné. Est-ce que ce petit jeu de Macron va fonctionner? Je ne crois pas. La raison avancée ne tient pas, madame. On parle de Wagner et autres, mais la France a ses Wagner. La France a des rebelles partout. Au Mali, il y a des terroristes non, qui sont sponsorisés par la France. C'est dit dans tous les documents officiels du Mali. Pourquoi la France? Ah bon? Donc les terroristes de la France ne font pas mal au Mali. C'est quand le Mali va faire venir les Russes et autres pour s'aider à se libérer, c'est là que ça fait du mal à la France. Parce que là, les terroristes de la France sont combattus. Madame, je pense même que cette fameuse aide de la France peut être comblée. Mais le Mali a d'autres partenaires. Le Mali même peut générer des ressources. Le Mali a des ONG, bien sûr, des ONG maliennes. Donc je pense que ce n'est pas un handicap pour le Mali en tant que tel. Et vous savez, la différence, c'est quoi en ce qui concerne l'aide? La Chine ou bien la Russie ou autre, là, quand ces pays-là vous aident, c'est à partir de leurs fonds propres. Mais quand la France vous aide, c'est à partir de votre propre argent volé et ensuite elle va vous imposer les remboursements. La France t'octroie ses prêts de force, mais c'est aide au développement d'un pays super endetté. C'est ça que je ne comprends même pas. La France même là, elle est super endettée. C'est le 3e pays ou 4e pays le plus endetté après la Grèce et l'Italie en Europe. Un pays super endetté qui s'est dit, en tout cas, vouloir aider un autre pays. C'est l'incohérence totale. Que la France elle-même rembourse ses dettes, ensuite elle va pouvoir prétendre ensuite aider le Mali ou bien un pays quelconque. Chirac a demandé de rembourser la dette dans les secteurs qui intéressent la France, non? Mais si Chirac s'était rendu compte tellement que la France a volé l'Afrique, à tel point de dire qu'en réalité, la France doit songer à rembourser une partie de cette dette, tout. Mais en réalité, c'est du vol, madame. Ce n'est pas une dette, c'est un prêt à partir de notre propre fonds. Une façon d'aliéner les Africains, une façon de nous soumettre au complexe d'infériorité. Je salue la décision du Mali de suspendre toutes les ONG. Regardez ce que la France a voulu faire, pour terminer. Elle a voulu substituer ces ONG à l'État malien. Ce n'est pas l'État malien qui doit aider le Mali, mais c'est à la France d'injecter des fonds à ces ONG, c'est-à-dire à ces groupes terroristes, à ces barbaries, pour essayer à ce moment de dire que c'est la France qui est en train de gérer le Mali. La France est toujours dans ce complexe pour que le Mali fait partie de l'Empire français. On n'a rien de la France. Que la France prend tout ce qui lui appartient et peut partir avec, je pense, le Mali ne va pas crever de faim. Si la France a le pouvoir de couper l'air, de couper le vent, de couper même, d'empêcher même les fleuves du Mali de circuler, de couler, que la France le fasse. Les Maliens vont vivre. Je vous remercie. Merci, Général Issa Diawara, pour ce premier jet d'intervention. Monsieur Batengene, vous avez à coup sûr suivi ce communiqué des autorités maliennes, du gouvernement malien, qui interdisait justement les activités d'organisations non gouvernementales qui sont financées ou alors soutenues
ou appuyés matériellement ou techniquement par la France. Et il s'agissait là d'une réponse de la part de la République du Mali vis-à-vis de l'annonce qui a été faite par la France le 16 novembre dernier, des mesures qui ont été prises par la France. On ne va pas revenir sur ces mesures-là, mais on va s'intéresser plutôt, M. Batenguene, sur la question même ou la problématique des aides publiques en Afrique de la part des États occidentaux. On va le dire ainsi. Aides publiques de la France, aides publiques des États-Unis, aides publiques d'autres États occidentaux. Est-ce un piège? Ou alors, je cite, une prison dorée. Un piège et une prison dorée. Les deux, ça se vaut. Parce que l'aide, je salue d'abord mon frère Diawara, parce que matin, il m'a envoyé cette note. Dès qu'il avait, il m'a envoyé la note, m'a envoyé la vidéo, j'ai regardé mon frère Diawara. Et comme nous avons causé, pour moi, j'étais très fier. Très fier de voir qu'enfin la France a donné une opportunité au Mali de réaliser encore plus son émancipation. Alors c'est une prison dorée et un piège parce que l'aide d'abord, c'est faussement nommé ainsi. C'est-à-dire que le principe qu'on appelle l'aide n'est pas une aide. Alors, mais la définition, permettez-moi de revenir, je ne vous interromps pas au cas contraire, ou bien contrairement, je m'en vais dans le même sens que vous. Il y a quand même une définition du dictionnaire qui nous dit qu'une aide, c'est un accompagnement, un appui, un soutien multiforme. Alors, c'est un crédit. Peut-on voir plutôt en cela, de la part des Occidentaux, comme ce piège ou alors comme je l'ai dit tout à l'heure, une prison dorée? Ce n'est même pas un accompagnement, c'est des mots. Même le banquier parle d'accompagnement. Votre banquier, quand il vous finance, il vous dit qu'il parle d'accompagnement. Mais vous savez ce que c'est qu'un accompagnement? C'est un crédit que vous allez rembourser, ce n'est pas une aide. Ça n'a de l'aide que parce qu'il a consenti à vous donner de l'argent, que vous cherchez de manière tout à fait féroce ou bien acharnée sur les marchés financiers. Donc, c'est des crédits qui sont accordés aux États africains, avec simplement comme différence avec les crédits classiques qui sont enregistrés comme tels au niveau de la nomenclature internationale, qu'ils sont à des taux d'intérêt inférieurs à 5%. Voilà ce qui est retenu comme l'aide au niveau du financement international. Crédit à des taux d'intérêt inférieurs à 5%. Donc, lorsque, par exemple, la Chine consent à vous apporter un crédit pour réaliser un projet à moins de 5% de taux d'intérêt, eh bien, on enregistre cela comme une aide. Donc, d'abord, il n'y a pas d'aide. Le mécanisme n'est pas humaniste, encore moins humanitaire, comme beaucoup seraient tentés de le croire. C'est une mesure simplement pour atténuer le langage ou bien pour dissocier les crédits pris avec des taux d'intérêt tout à fait alarmants des crédits qui sont réalisés comme des coups de pouce pour des projets qui ont parfois une consonance sociale, parfois une consonance humanitaire, parfois pour des situations d'urgence dans un pays. Voilà un peu la différence. Alors, la France, quand vous regardez le panier de crédit que la France met dans le bloc des aides, c'est généralement 2 milliards. 2 milliards d'euros. Si vous prenez en termes massifs, en termes dans le temps, ce que la France a investi en termes d'aide au développement au Mali, de 2013 à 2017, vous êtes dans l'ordre de 473 millions d'euros. Prenons un peu ce chiffre-là, 473 millions d'euros. Si vous divisez par 4 ans ou bien par 5 ans, ce qui fait le nombre d'années, vous êtes à moins de 100 millions d'euros investis chaque année au Mali en termes d'aide au développement. Quand vous rentrez donc dans la comparaison, la diaspora malienne réalise chaque année pour le Mali, c'est-à-dire en termes de rentrée de devises, rapatriement de devises, la diaspora malienne envoie 1 milliard de dollars. 1 milliard de dollars, la diaspora malienne. 1 milliard de dollars. Et quand vous regardez la situation géographique, la répartition géographique de la diaspora malienne, on vous explique que sur près de 5 millions de Maliens qui sont à l'extérieur, plus de 3 millions vivent en Afrique. Encore là, vous avez une statistique qui vous montre que la majorité de ces fonds viennent de l'Afrique.
c'est-à-dire des pays voisins. Et le pays qui a le plus de citoyens maliens en tant que diaspora, c'est la Côte d'Ivoire. Donc encore un pays voisin. Si la France interdit l'aide au développement, faisons maintenant un comparatif. Vous avez une aide au développement qui est moins de 100 millions d'euros et la diaspora peut vous dégager 1 milliard qui rentre dans des secteurs clairs de l'économie productive où vous avez un impact réel pour la population. En fait, qu'est-ce qu'il y a plus à redouter? Les transferts de la diaspora ou bien le départ de la France? Il y a plus à redouter le départ de la le transfert de la diaspora qui serait coupé. Donc la France, c'était un acteur minimal. Mon frère Diawara a abordé un élément, le diktat de celui qui finance. Quand la France veut sortir de l'argent, c'est des cagnottes minimales, hein, on parle de près de 83 millions d'euros qu'ils sortent comme ça en une année, et c'est avec ça qu'ils se bombent le torse. Ils choisissent encore le mécanisme par lequel il faut le dépenser et ils choisissent les secteurs dans lesquels vous les dépensez. Alors, comment ils utilisent les mécanismes? Ils vont vous dire, ils vont vous imposer, quand vous leur proposiez un projet, non, ils vont choisir les projets qu'ils vont financer, ils vont vous imposer le partenaire technique qui va vous accompagner pour la réalisation de l'ouvrage, bien pour la réalisation du projet, et ce partenaire technique qui se trouve très souvent que c'est encore une multinationale française. Mais regardez un peu cette aide. On vous dit qu'on vous aide. On vous fait un crédit à moins de 5%. L'argent qui est débloqué, on oriente ça sur un projet. On choisit le partenaire technique qui va vous accompagner à la réalisation du projet. Et le partenaire technique, c'est une multinationale française. Et c'est par cette multinationale que la majorité des fonds transitent. En fait, qui a aidé qui? Votre agent a financé une entreprise française. Votre agent, en fait, ce qu'on dit être votre agent, ça finance une entreprise française et vous n'êtes en fait que la garantie, la caution, votre territoire, les matières premières que vous avez, c'est la caution de fiabilité pour prêter de l'argent à cette entreprise française ou du moins pour financer cette entreprise française. En fait, le mécanisme de l'aide, c'est un mécanisme subtil pour financer les entreprises multinationales des pays occidentaux. Ça n'a rien à voir avec ce que vous entendez être de l'aide. C'est de l'endettement vis-à-vis de certains pays qui permet de financer les entreprises occidentales qui sont sur le territoire du Mali. Et vous avez aussi les ONG. Quand on vous parle de l'aide qui est apportée par les ONG, c'est quoi? C'est de l'argent que la France injecte par son réseau d'influence diplomatique. Parce que les ONG sont des acteurs de relations internationales. Et les ONG n'ont aucune, contrairement à ce que disent les médias mensonges occidentaux, n'ont aucune indépendance. Nous insistons là-dessus. Aucune indépendance. Si vous prenez Médecins sans frontières, vous regardez la fourchette des financiers de Médecins sans frontières, vous retrouverez le Quai d'Orsay, vous retrouverez le State Department, vous retrouverez l'Open Society. Et quand vous regardez tous ces bailleurs de fonds, chacun dicte à Médecins sans frontières une conduite à suivre dans ses opérations dans certains pays, surtout les pays dits fragiles. Ces bailleurs de fonds lui dictent quoi faire. Donc, ce n'est pas des ONG indépendantes. Si vous prenez toutes les ONG qui disent lutter pour l'environnement, pour les changements climatiques, d'autres pour l'amélioration de la productivité agricole, d'autres pour l'accompagnement des entrepreneurs, toutes ces ONG travaillent sous la direction du Quai d'Orsay, qui est leur principal bailleur de fonds. Car le dicton est clair, la main qui donne, ordonne. Et donc, c'est le Quai d'Orsay qui fixe les objectifs stratégiques de ces ONG. Le Mali, donc, se retrouvait dans ce que vous avez appelé un piège. Parce que, on lui faisait des crédits quand il s'agit de l'aide directe au développement. On lui fait des crédits à des taux préférentiels, dits préférentiels, moins de 5%. Mais on utilise les entreprises françaises et le Mali sert à financer les entreprises françaises. Quand c'est les ONG, c'est une prison dorée. Parce qu'en fait, ces ONG, ce qu'elles réalisent, en compensation, qu'est-ce qu'elles apportent à l'État qui ordonne? Dans les contrats avec les ONG, vous avez le renseignement, c'est-à-dire que les ONG vont faire du renseignement sur votre territoire, elles collectent des informations via ce qu'elles appellent les études, les projets, les études de projet, elles vont faire des études sur le terrain, collecter de l'information et faire retourner cette information
au niveau de Paris. Et c'est ces informations qui permettent à Paris d'avoir une connaissance toujours actualisée du terrain africain. Donc une meilleure connaissance parfois des réalités maliennes que les autorités maliennes qui vivent tous les jours sur le terrain. Vous avez également, par ce mécanisme d'ONG, les éléments qu'ils vont intégrer. Ils vont financer du terrorisme. Les ONG, elles vont financer du terrorisme. Souvenons-nous au Cameroun de Human Rights. Human Rights faisait quoi? Human Rights fabriquait des vidéos en payant des individus qui étaient affiliés aux terroristes, en disant à ces individus de produire des vidéos qui montrent que les villages sont incendiés. Médecins sans frontières a été arrêté plusieurs fois parce que transportant les armes pour le compte des terroristes du Sud-Ouest. C'est des faits qui sont documentés. Eh bien, les ONG travaillent également au soutien actif au terrorisme. C'est une prison dorée qu'on vous fabrique, qui est sous le couvert de l'humanitaire, viennent pratiquer du renseignement, viennent soutenir les agents de déstabilisation et même construisent une personnalité d'aliéné chez vos populations. Parce que ce qu'elles amènent vos populations à croire, c'est que l'aide est normale. Elles naturalisent l'aide chez les populations. Elles font croire aux populations que sans cette aide, ces populations ne peuvent pas s'en sortir. Et elles justifient aussi la domination parce qu'elles fabriquent. Et vous allez voir cette situation davantage au Mali. Elles fabriquent une classe moyenne de personnes qui sont inféodées à l'économie humanitaire et qui défendent mordicus cette économie comme étant une économie légitime, qui vous disent que sans cette économie, le pays s'effondre. Et c'est ces individus que vous verrez qui tous les jours vont porter des critiques contre l'État malien, vont émettre des réserves et vont vous dire que le fait d'avoir rompu avec ces ONG, le Mali a commis une erreur. Merci pour votre intervention, chers invités, chers téléspectateurs. Retour à présent sur ce communiqué du gouvernement malien au sujet de cette interdiction, alors cette suspension de ces ONG françaises au Mali. On se retrouve juste après. Un communiqué du gouvernement. Bonsoir Ibrahim. Bonsoir Salimata Daou, communiqué numéro 42 du gouvernement de la transition. Le gouvernement de la transition a pris note de l'annonce faite par la France le 16 novembre 2022 des mesures suivantes. A. La suspension de son aide publique au développement à destination du Mali au motif fallacieux de la coopération militaire Mali-Russie et des risques de détournement de cette aide. B. L'octroi direct aux ONG françaises des fonds mis à disposition dans le cadre de l'action humanitaire de la France au Mali. Le gouvernement de la transition réaffirme que ces allégations fantaisistes sont sans aucun fondement et considère cette annonce de la junte française comme un non-événement. Le gouvernement de la transition rappelle que cette déclaration n'est qu'un subterfuge destiné à tromper et manipuler l'opinion publique nationale et internationale aux fins de déstabilisation et d'isolement du Mali. En effet, depuis février 2022, la France a notifié par voie diplomatique la suspension de sa coopération au développement en faveur du Mali. Le gouvernement de la transition rappelle que dans le cadre de la refondation de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a défini 3 principes, à savoir 1. Le respect de la souveraineté du Mali. 2. Le respect des choix de partenaires et des choix stratégiques opérés par le Mali. 3. La prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans les décisions. En application de ces principes, cette décision de la France, prise depuis février 2022, ne suscite aucun regret, d'autant plus qu'elle contribue à la restauration de notre dignité, bafouée par une junte française spécialisée d'une part dans l'octroi d'aides déshumanisantes pour notre peuple et utilisée comme moyen de chantage des gouvernants, et d'autre part dans le soutien actif aux groupes armés terroristes opérant sur le territoire malien. En conséquence, le gouvernement de la transition décide d'interdire avec effet immédiat toutes les activités menées par les ONG opérant au Mali sur financement ou avec l'appui matériel ou technique de la France, y compris dans le domaine humanitaire. Le gouvernement de la transition invite le peuple malien à rester serein et à soutenir les autorités de la transition
dans leur noble mission de refondation de l'État et de lutte implacable contre les groupes terroristes. Que Dieu bénisse le Mali et préserve les Maliens. Bamako, le 21 novembre 2022, le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, Premier ministre par intérim, colonel Abdoulaye Maïga. Vous avez bien suivi, chers téléspectateurs, chers invités, ce communiqué du gouvernement malien qui revient justement sur les mesures prises le 16 novembre dernier par les autorités françaises concernant cette aide publique, mais également cette interdiction de du gouvernement malien, autant pour moi, au sujet de ces organisations non gouvernementales françaises. Pour certains analystes politiques, il était même temps de mettre un terme aux activités de ces ONG qui, selon ces analystes politiques, je cite, étaient les auteurs de faux rapports contre la République du Mali. Alors, professeur Mbelek, Mali-France, Bamako a-t-il mis Paris au pas? Pouvons-nous affirmer que Bamako a mis la France au pas? Oui, c'est la junte civile française qui croyait mettre le gouvernement de transition, le gouvernement de transition du Mali au pas. Mais on voit que c'est l'inverse qui se fait. Voilà. Permettez-moi de rajouter un petit mot par rapport à ce qu'a dit Jonathan sur, tout à l'heure, sur la diaspora africaine, en particulier le Mali, qui apporte une aide significative au pays. Eh bien, voyez-vous, c'est tellement efficace cette fois-ci que les canaux de transmission de cette aide, que sont Western Union et RIA et autres, sans publicité, évidemment, sans publicité, ces opérateurs, non mais je veux pas dire du bien, hein, ces opérateurs créent le maximum de problèmes. Maintenant, quand vous recevez une somme, il faut payer vous aussi. Ça, c'est number one. Number two, il y a un excédent à recevoir, un excédent à envoyer. Si vous le dépassez dans le mois, on vous suspend sur plusieurs mois. Vous voyez? Ils font tout pour... moi, par exemple, personnellement, sans publicité, Monégram, ça fait presque 10 ans, en tout cas presque, ça tire vers 10 ans. Je ne peux recevoir ni envoyer de l'argent par Monégram. Parce que, soi-disant, j'envoyais trop d'argent en Afrique. Voilà. Alors, si c'est des capitalistes, comment ça se fait qu'ils crachent sur l'argent, puisqu'on leur donne de l'argent? C'est des capitalistes. En même temps, ils reconnaissent quand même qu'on on aide le pays d'origine. Alors pourquoi ils bloquent les transferts de fonds? En plus, nous, on est dans la zone CFA. Si tu es en Europe, tu envoies des euros. C'est censé être automatiquement convertible. Donc on reste dans la même zone en réalité. Mais pourquoi ils bloquent alors? Vous voyez, c'est passé à une arnaque derrière. Je l'ai dit, Général Issa Diawara l'a dit, Jonathan est revenu là-dessus, que c'est basé sur les comptes d'opération. C'est-à-dire que c'est Nicolas Bourou même qui nous avait expliqué ça ici. Hein. C'est-à-dire que le CFA permet aussi à la France, via les devises que vous avez déposées chez eux, au Trésor de France, de vous prêter votre propre argent en fait. Et vous allez rendre avec intérêt. Et dans cet argent également, ils vont dire que c'est l'aide au développement. Et en réalité, cette aide-là finance, comme ils l'ont dit, les sociétés françaises. Donc nous, on est perdants de chez perdants. C'est pour ça que le communiqué malien finit par dire que c'est pas le mot que j'ai utilisé, mais on va dire, moi je dis ça comme ça, c'est l'humiliation en moins que de les interdire. Donc, il était temps, c'est bienvenu. Alors donc, eux, ils croyaient donc, comment dire, vous avez utilisé une expression là, faire du tort, c'est pas ce que vous avez dit. Votre expression, c'était quoi? Aliéné? Non. Vous m'avez posé la question, j'ai dit que c'est plutôt le gouvernement malien. Mettre la France au pas. Mettre au pas, voilà. Donc, non, on les met au pas maintenant. On est obligé de les mettre au pas. Mais je dirais qu'il y a longtemps qu'on aurait dû les mettre au pas. Et d'autres États doivent suivre ce chemin emprunté. Oui, marcher sur les pas du Mali. Oui, du gouvernement de transition malien. Parce que l'humiliation n'est pas supportable pour un humain. Vous savez, les gens parlent beaucoup d'argent, d'argent, d'argent. J'aimerais dire une chose. L'argent, parfois, c'est rien par rapport à l'humiliation. L'honneur, ça peut être plus significatif que l'argent. Et donc, j'aimerais dire un mot sur l'argent. Il faut arrêter d'être stupide quand on est africain. Pas parce qu'on est né hier qu'on va être stupide.
On a un cerveau mis dans cette tête-là, chez les humains. Ce cerveau est efficace. Celui qui l'a mis là, le bon Dieu, il n'est pas stupide, lui. Ça veut dire quoi? Je dis par là que quand les Occidentaux venaient ici avec leur argent, parce qu'on nous dit maintenant, retour aux sources, on nous dit spiritualité, on nous dit qu'il faut retourner à la spiritualité africaine avant de faire quoi que ce soit, espérer évoluer. Ok, mais nos ancêtres là, qui étaient si spirituels, puisqu'ils n'étaient pas encore dénaturés par le colon, qui plus tard va nous infliger la leçon coloniale. Ok, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils n'acceptaient pas l'argent des Occidentaux. Quand les Occidentaux venaient, ils disent, voilà, on paye. Ils donnent, mais on ne prenait pas. Ça ne valait rien. Hein? Et c'est pas parce que nous n'avions pas d'argent. On avait le sel, on avait les coris, on avait même des barres métalliques, on avait l'or. C'était de l'argent. Et c'était pas au hasard, c'était quantifié. Ok? Et si je remonte encore plus loin en Égypte ancienne, je vais donner des noms. Le Chati, le Débène, c'est connu. Pendant longtemps, les égyptologues ont confondu ça. Ils ont pensé que c'était des poids pour faire la mesure de capacité, les mesures de masse. Mais non, c'était bien de la monnaie. Alors, donc, vous voulez que je chute? Dès que j'ai dit culture, il faut chuter. Je peux développer légèrement. Aucunement. Ah d'accord. Allez-y. En fait, je lis le langage corporel. C'est juste un geste de la main. Oui, c'est ça. Bon, je ne suis pas très fort en langage corporel. Excuse-moi, Céleste. Oui, c'est pour dire que ils refusaient cet argent. Pourquoi? Eh bien, c'est comme les Russes qui refusent l'eau, qui refusent les devises occidentales et disent maintenant, si vous voulez notre pétrole, notre gaz, vous payez en roubles. Ben, c'est normal. Donc, nos ancêtres étaient tellement plus avancés que nous aujourd'hui qu'ils n'acceptaient pas leur argent. Parce qu'il fallait qu'ils payent aussi dans notre argent à nous. Vous voyez? C'était anticipé même par rapport à ce que fait Vladimir Poutine aujourd'hui. Et c'est pas tout. Autre chose, si vous acceptez l'argent, cet argent-là, mais ça veut dire que vous êtes devenant un soumis. Vous êtes soumis aux banques. Les banques centrales qui émettent cet argent-là. Et ces banques centrales, la plupart, à quelques 5 près, sont des banques de Rothschild & Co. En tout cas, contrôlées par Rothschild & Co. Donc, quelque part, ils vous contrôlent aussi. Donc, je veux dire par là qu'il faut qu'on commence à réfléchir au-delà de l'argent. Il y a mieux, il y a des civilisations, j'en ai parlé ici dans une autre émission de Afrique Média, qu'on appelle Médiaspora, voilà, où j'ai signifié qu'il y a d'ailleurs, il y avait notre regrette sœur de la Papouasie Nouvelle-Guinée, Tagama, elle s'appelait, Tagama, Lori, je crois, Tagama, elle est décédée, on la regrette beaucoup, et elle avait confirmé ce que je vais vous redire maintenant, c'est qu'il y avait un niveau. Quand dans une communauté, quelqu'un était devenu assez riche, là-bas en Papouasie Nouvelle-Guinée, à un moment donné, le stade suprême n'étant pas la richesse cumulée, mais le prestige, il invitait tout le village et faisait une fête et distribuait. Oui, le mana, c'est voilà. Dans la cérémonie, c'est la coula. Et distribuait, c'est bien. Voilà, et il gagnait en prestige, parce que le prestige est au-dessus du bien matériel. Et donc, cette tradition-là est ottoman-africaine, en fait. C'est juste. Et surtout quand vous pensez. Alors, ça m'a permis de dire la datation de ce principe que nous appelons Ma'at. Parce que Ma'at est associé souvent à l'Égypte ancienne. Nous, on voit que c'est faux. Parce que pour que ces gens-là aient un tel principe ma'atique, alors qu'on sait qu'ils sont dans cette île, il y a plus de 40 000 ans. Leurs ancêtres sont en Afrique, il y a plus de 40 000 ans. Et pour arriver dans l'île, il y a donc environ 40 000 ans. Ça veut dire que ce principe de Ma'at était déjà acquis en Afrique il y a plus de 40 000 ans. Puisqu'ils sont partis avec. Donc ça ne remonte pas à l'Égypte ancienne, c'est plus vieux. C'est pour ça qu'on le trouve partout en Afrique. En Afrique du Sud, on appelle Ubuntu. Le principe de dans ma langue bassa, on dit Ma'at. C'est le mot exactement Ma'at. Et je donne même la prononciation bassa, c'est Ma'at. Vous voyez, j'ai même l'accent Ma'at. C'est comme ça on dit en bassa. Voilà. Donc, revenir à la question du jour, l'honneur du Mali est sauf dans cette histoire. On n'a pas à regretter cet argent d'abord qui est une escroquerie, on l'a dit, mais en plus l'honneur est sauf. Parce que ça veut dire que nous sommes totalement engagés dans une voie, à travers le Mali, d'émancipation totale de cette... Et c'est cette France qui est têtue qui ne veut pas comprendre. Donc on lui le fait comprendre. Voilà. D'une façon ou d'une autre. Que nous voulons nous émanciper totalement. On veut notre indépendance totale. Doyen Simondé, je vous renvoie cette question. Pouvons-nous affirmer que Bamako a mis Paris au pas? Vous savez, Madame Capin, un peuple sans histoire est un peuple sans âme. L'histoire de votre vie n'est pas écrite avec la plume, mais avec les actions. Le Mali est en train de poser des actions. En interdisant ces histoires de ONG, c'est-à-dire
Le Mali est en train de poser une histoire réelle et fondamentale. Et vous savez, on ne regrette jamais ce qu'on n'a jamais eu. Le Mali, depuis l'existence de la France, de la colonie de la France dans les pays africains, n'ont jamais posé un acte pouvant amener le peuple africain à accepter la présence française. Et je ne voudrais pas que les gens pensent que, et je dis encore à ces gens, si vous n'êtes pas content de ce que vous récoltez, changez ce que vous semez. Et actuellement, il est tard pour la France. Je dis, le Mali est en train de poser un acte très important qui va porter ses fruits pour les autres pays africains. La preuve, le Burkina, aujourd'hui, le Niger hier est en train de demander aux Français de quitter la France. Et aujourd'hui, la Guinée-Conakry est en train de poser les mêmes actes. Il est temps, au-delà de ces interdictions, que le Mali mette en circulation leur monnaie pour couper tout rapport avec la France. Parce que je ne peux pas comprendre que 60 ans après, c'est même 62 ans après, qu'on soit encore en train de parler du franc CFA dans les pays africains. C'est malheureux. Et rien que cet acte posé par le Mali était un acte fondamental pour la libération totale du Mali. Parce que tant qu'on a ces histoires qu'on appelle les ONG qui sont en Mali, qui continuent à financer la rébellion, qui continuent à transporter des ampoules distribuées chez les rebelles et diviser le pays, le Mali, on ne sera jamais libre. On a même oublié notre pan. Même les gens de la MINUSCA ou bien MINUSMA au Mali, ils ne sont pas là pour aider le Mali. Heureusement, le Mali a réussi à les chasser. Et c'est pour moi quelque chose de très important pour l'émancipation de l'Afrique et pour la libération de l'Afrique. Donc, l'interdiction des licences des ONG au Mali est quelque chose de très positif. Tous les pays africains du précaré français devraient rentrer dans cette lutte pour libérer totalement l'Afrique parce que la France n'a jamais apporté quelque chose de positif aux pays africains. D'abord, comme je le dis toujours sur les plateaux, quand on est sous la botte de la France, on est dans la souffrance permanente. Je dis quand on est sous la botte de la France, on est dans la souffrance permanente. Parce que dans le mot souffrance, il y a France. Donc quelqu'un qui travaille avec la France est dans la souffrance totale. Aucun pays n'est libre. Aucun pays n'est tranquille. Et à la tête des pays, il y a des gens qu'on appelle Macron, qui n'ont jamais posé un acte positif pour l'Afrique. Que ce soit De Gaulle, que ce soit Mitterrand, que tous ces gens qui sont passés, ils n'ont jamais été là pour l'intérêt de l'Afrique. Donc il est temps que les Africains se réveillent et mettent un terme à cette présence inutile et stupide des pays des Occidentaux dans les pays africains. Ils ne nous apportent rien du tout. Au contraire, ils ne portent que désolation, mort et tracasserie au peuple africain. Général Issa Diawara, la coopération, entre guillemets, autant pour moi, de coopération entre la Russie et le Mali, une fois de plus sur la table des débats, cette suspension de l'aide publique avec pour motif la coopération entre la Russie et le Mali, mais surtout une ouverture de détournement de cette aide publique au profit de la Russie. Quelle lecture faites-vous? Madame, la France n'a pas à dicter au Mali les choix de ses partenaires. Ça, c'est vraiment vouloir coopérer ou bien vouloir obtempérer, vouloir accepter ça de la part de la jeune française. C'est une façon d'accepter, de piétiner la souveraineté du Mali. N'oubliez pas les conditions posées par les autorités du Mali, le respect des choix stratégiques des partenaires du Mali. Donc ça, c'est une condition sine qua non pour quiconque veut discuter avec le Mali. Donc l'entêtement de la France à vouloir justifier quelque chose au nom de la Russie, c'est un non-respect de la souveraineté du Mali. C'est comme si le Mali reprochait à la France d'avoir un accord ou en tout cas un partenariat avec la Chine ou bien avec l'Allemagne ou bien avec les États-Unis. Nous sommes un pays souverain. La France a du mal. Madame, le problème, ce n'est pas la Russie. Le problème, c'est que la France a du mal à accepter qu'un pays africain qu'on appelle son ancien précaré soit un pays totalement indépendant et totalement souverain. C'est ça le problème avec la France. Ce n'est pas qu'un problème qu'il faut mettre dans le cadre de la jalousie, mais c'est un problème non seulement qu'il faut mettre dans le cadre de l'égoïsme, mais de la méchanceté, de la cruauté. C'est comme si la France veut se substituer, bien sûr, à la souveraineté du Mali, la jette française. Donc nous disons non. Maintenant, si cette aide est détournée en faveur de la Russie,
est-ce que la France a suffisamment de moyens jusqu'à en donner au Mali, jusqu'à ce que la Russie gagne quelque chose dedans? La Russie est aussi pauvre. Dans les bras de fer, dans la guerre économique entre l'Europe tout entière et la Russie, à la suite de cette opération spéciale en Ukraine, et qui souffre le plus? Ce n'est pas l'Europe. Aujourd'hui, 80% des sanctions votées par l'Union européenne ne sont pas appliquées. L'Union européenne continue de se procurer du pétrole, du gaz, de la Russie. Tout marche à gogo, le système SWIFT. Il n'y a pas de sanctions. Sur papier, oui, mais dans le fond, il n'y a pas de sanctions applicables à la Russie en tant que telle. Il n'y a que des sanctions minimes. Donc, est-ce que la France est un pays suffisamment aujourd'hui riche à tel point de donner suffisamment de moyens au Mali et que ces moyens soient détournés par la Russie? Moi, la réponse est non. L'aide de la France a déjà développé quel pays? Nous disons merci à la présence de la Russie parce que j'ai vu la France donner 2 vieux hélicoptères au Niger. Parce que j'ai dit merci à Afrique Média. Parce que sur Afrique Média, les gens n'ont cessé de dire que la France, les partenariats militaires avec la France n'a servi à armer aucun pays africain. Bien au contraire, cela a tout servi à armer les groupes rebelles et les groupes terroristes. Donc, puisque les autorités françaises suivent beaucoup maintenant Afrique Média, je vois qu'elles ont eu les kilos d'essayer de donner 2 vieux hélicoptères du côté, en tout cas, du Niger. Nous disons merci, nous allons continuer à appuyer jusqu'à ce que la France essaie de changer son comportement, même si nous savons qu'il y a un proverbe qui le dit, que les chiens ne changent jamais sa manière de s'asseoir. La France aura du mal à se débarrasser de ces vieux démons colonialistes. Madame, ce discours de la France, dire qu'en tout cas, les Mali a fait venir les risques, ça fait mal à la France. C'est comme si les Mali appartenaient à la France. C'est ça le comportement paternaliste. C'est ça la condescendance. Et ensuite, dire que les Mali détournent cette aide au profit des risques, mais par quel moyen? Une aide qui est, je ne sais pas, un prêt dont le secteur est carrément ciblé. En quoi? Ou bien le Mali n'a pas un PIB, le Mali n'a pas un budget. Qu'est-ce que la France dispose de plus que le Mali? Mais regardez les pays là, Émirats Arabes Unis, les Qatar qui organisent aujourd'hui la Coupe du Monde. C'est des pays qui n'ont que des ressources naturelles dans la plupart des cas. Le pétrole, le gaz. Le Mali a les deux. Le Mali a le pétrole, le Mali a le gaz. Le Mali a l'or, le Mali a les diamants. Tout simplement, c'est la France qui nous a mal exploités. Parce qu'en nous imposant des valets, ces valets à la tête de nos États. Le Mali était très bien parti avec le président Modibo Keïta à l'indépendance. N'oubliez pas que le Mali produisait déjà des radios et autres, et que le Mali concurrençait déjà Samsung dans les années 60 dans la production des radios. Il a fallu que la France fasse ce coup d'État au président Modibo Keïta avec Moussa Traoré pour amener tous ces techniciens du Mali du côté de la France. On les a plus revus au Mali. Le Mali est l'un des premiers pays africains à se doter d'une compagnie aérienne, Air Mali. Donc on était suffisamment en avance. On transformait déjà l'arachide ici, le coton ici, pour en faire de l'huile. Il y avait Ucoma ici. Ucoma, c'est une usine et qui se trouve au niveau de la région de Koulkouro, qui produisait suffisamment de savon et d'huile de consommation. Mais quand la France a fait le coup d'État, la France a amené tous ces techniciens qui étaient là pour un pays qui était censé être déjà émergent au bout de 20 ans. Et le Mali collaborait, traitait d'égal à égal. Le Mali avait déjà des avions MiG à l'époque. Mais la coopération avec la France, qu'est-ce qu'il a nous apporté? Et le Mali avait déjà sa monnaie, le franc Mali. Mais quand la France a fait faire ce coup d'État au Mali, mais bien sûr, on est revenu dans les CFA, on a fait fermer nos usines, tout, on est tombé totalement dans la dépendance de la France, à tel point que la France ose se vanter de donner au Mali ce qu'on appelle une aide publique. Mais depuis quand? Depuis quand? Donc je pense aujourd'hui, il faut saluer cette décision des autorités du Mali de sortir de ces trucs-là. Et la France, je vois la communication de la France, que beaucoup de Maliens travaillent dans ce secteur. Ah bon? Et l'État trouvera les moyens de les faire retravailler. De toute façon, il y a aussi question de voir entre le travail de quelques personnes et la dignité de tout un pays, la dignité de tout un peuple. C'est de cela qu'il est question. Et je pense que les autorités ont fait le bon choix. Et même nos frères qui travaillent dans ces ONG, je pense, ils vont se trouver rapidement un autre travail, ou en tout cas vont postuler dans d'autres choses. Il y a l'entrepreneuriat qui existe. J'en ai discuté d'ailleurs avec Jonathan Batengene. Il est temps
au niveau du Mali, au niveau de beaucoup plus des pays africains, il faut mettre en avant l'entrepreneuriat. Donc, les discours de la France envers le Mali, envers la Russie, c'est comme un enfant qui est en train de pleurer. C'est comme une femme qui, en tout cas, une femme peut-être, c'est la chanson de mal aimé. Une femme qui se sent peut-être mal aimée, c'est normal. Et la France peut continuer à pleurer, la jeune française, elle peut continuer à pleurer, elle peut continuer à pleurnicher, parce que ce n'est pas le Mali qui perd, mais c'est la France qui perd. Parce que n'oubliez pas, ça c'était une mesure de réciprocité de la part des autorités du Mali. Je pense que le Mali a d'autres arsenaux, d'autres mesures vont suivre. Je vous remercie. Monsieur Gamalabina, interdiction de ces ONG françaises, à quoi s'attendre après? Je pense qu'il n'y a plus tellement de moyens de pression, je veux dire. Une fois que les ONG... Vous m'entendez? Une fois que les ONG sont interdites au Mali, sont interdites, eh bien, ça donne des moyens ridicules de pression. C'est-à-dire que le financement français, les aides au développement dont on parle, qui n'ont jamais développé quoi que ce soit d'ailleurs, était un des derniers leviers à utiliser. Les ONG font partie, comme je le disais tout à l'heure, d'un instrument de soft power qui, il était logique que le gouvernement les interdise, était un moyen intrusif de s'ingérer dans les affaires du pays. Mais surtout, il ne faut jamais perdre de vue une chose, c'est que, c'est vrai que ça vient d'être dit à l'instant, l'intérêt de la France n'est pas de voir des pays africains développés. L'intérêt de la France, c'est de voir les pays africains acheter leur matériel de mauvaise qualité. Exemple des bus, par exemple, de troisième main qui arrivent en Afrique, du matériel bon marché, des vieux hélicoptères, on l'a dit à l'instant aussi. Le fait qu'une industrie naissante ait été cassée, on le voit bien avec l'histoire du Burkina Faso, lorsque, à l'époque, Sankara proposait de faire de l'industrie locale. Tous ces éléments sont constitutifs d'une volonté évidente d'un empire colonial qui ne veut pas en finir avec ses mauvaises habitudes, d'une volonté de dire, voilà, nous sommes nous alimentons votre pays en matériaux transformés. Ce qu'on appelle la dégradation des termes de l'échange, c'est qu'on vend des matières premières pas chères et on rachète ces matières premières transformées plus chères. Donc les termes sont déséquilibrés, toujours au profit de celui qui est la puissance industrielle et qui fabrique de façon quasiment de façon monopolistique. Et donc, lorsqu'ils refusent que les pays africains puissent accéder à des industries de base de transformation et puis après les hautes industries, c'est simplement parce qu'ils ne veulent pas concurrent à la frontière. Il est évident aujourd'hui que lorsque la France, par exemple, joue le levier de la suspension ou l'arrêt des aides au développement, sous-entendu, vous n'êtes pas sur notre ligne de conduite puisque vous avez choisi les partenaires russes, on trouve une excuse assez grossière comme quoi l'argent serait affecté à la Russie, comme si la Russie avait besoin de l'argent de l'aide au développement du Mali pour pouvoir assurer le service qu'elle propose à l'État malien qui le paye rubis sur l'ongle. Oui, c'est vrai que la question qui se pose, c'est pourquoi la mesure de rétention de l'État, c'est logique, hein, effectivement, parce que c'est une façon de dire non seulement votre aide, on n'en a pas besoin, mais on n'a même pas besoin de vos organisations, qui sont encore une fois une façon de nous tenir en laisse. Et c'est vrai aujourd'hui que lorsque les dirigeants décident de cela, ils décident d'une rupture totale. Et je vais même aller encore plus loin, je pense qu'on s'achemine lentement mais sûrement vers l'arrêt de l'utilisation et peut-être de revenir sur une monnaie nationale, une vraie monnaie nationale, du franc CFA. C'est peut-être le Mali qui va ouvrir la voie à l'arrêt de cette monnaie au profit d'une monnaie nationale qui garantirait d'abord la maîtrise de ses échanges extérieurs, puisque la monnaie, c'est un des vecteurs des échanges commerciaux. Si la monnaie, le prix n'est pas trop élevé, eh bien, on peut vendre des produits pas chers. Si le prix est trop élevé, eh bien, on en vend moins. Mais en même temps, ça donne une souveraineté nationale. Un pays qui ne maîtrise pas sa monnaie, sa sécurité, sa production de richesses, qu'elle soit industrielle, minière ou agricole, est un pays qui est voué à l'esclavage. Or, la plupart des pays africains ont subi cela, de l'Afrique du Nord à l'Afrique du Sud, en passant par l'Afrique centrale. Aujourd'hui, les pays africains commencent à envisager un développement indépendant, un développement dont le but est simplement de faire en sorte qu'ils ne soient plus dépendants vis-à-vis de l'Occident et surtout des anciennes puissances coloniales. Et le fait d'en finir avec les ONG, c'est pas compliqué. L'État malien a décidé de mettre un arrêt total sur les ONG. Moyen de pression, encore une fois, des Français. Il suffit de créer des ONG locales ou d'encourager les ONG locales. Ensuite, le monde est vaste. Il y a d'autres pays qui peuvent proposer des services. Et encore une fois, les services peuvent être payants. Le Mali a des richesses qui doivent être exploitées. Donc, il faut qu'il développe ses richesses minières pour commencer. Et que, étape après étape, ils suivent un processus de développement normal. Les mines, les industries, les énergies. Et puis après, évidemment, une fois que vous avez ce genre de maîtrise, vous n'avez plus besoin de personne. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, lorsque l'État malien met un arrêt à ce soft power, il montre qu'il est en mesure de pouvoir répondre aux besoins de souveraineté et de dignité du peuple malien.
C'est un exemple qui démarre d'un pays qui semblait être le plus pauvre d'Afrique, enclavé, en difficulté avec du terrorisme et du séparatisme. Aujourd'hui, la donne a changé. On se rend bien compte depuis quelques semaines et quelques mois que les activités terroristes se sont largement calmées, que les actions des FAMA, des forces maliennes, semblent porter leurs fruits et que la coopération avec les Russes, qui est une coopération proactive, une coopération où ils mettent à disposition du matériel de haute gamme, de qualité, avec une formation de qualité, eh bien cette coopération donne une relation gagnant-gagnant. Les Maliens payent rubis sur l'ongle ce que les Russes proposent et les Russes donnent de la qualité à la formation et ne mettent plus les forces armées maliennes dans une situation de tutelle assez ridicule qui fait que le pays ne se prend pas en main. Les Maliens en sont largement capables, d'ailleurs, que ce soit les Maliens ou n'importe quel pays au monde d'ailleurs, il suffit juste de s'en donner les moyens, une volonté politique affichée, une dignité, un visage qui se relève. Nous, en Algérie, on a coutume de dire qu'on a le NIF c'est le nez qui monte. Il faut avoir le nez en hauteur, parce que ceux qui ont le nez qui vont vers le sol, c'est les chiens en général. Donc effectivement, si on est capable de sortir de cette logique-là, et si le Mali le fait très bien actuellement, eh bien, il n'y a pas de raison qu'il soit en train de mendier des aides ridicules alors qu'il pourrait lui-même les produire. Alors, professeur, Monsieur Jonathan Batengene, en quelques mots, la France est-elle affaiblie? Ou alors, c'est précoce de le dire? Affaiblie, c'est un mot, c'est un euphémisme pour dire que la France est à genoux en Afrique. La France est à genoux, la France est à la ramasse. Cette France a perdu ce qu'elle considérait comme étant son influence notoire, ce qu'elle appelait son précaré. Cette France a perdu tout son prestige d'antan, acquis à force de forfaiture et de colonialisme. Cette France est tombée et ne compte pas se relever de sitôt parce qu'elle-même est incapable de faire un diagnostic serein de sa situation actuelle. Les autorités maliennes ont saisi l'opportunité. D'ailleurs, puisque les fenêtres d'opportunité en Afrique sont parfois partagées en cascade dans notre esprit de solidarité, les Maliens qui ont ouvert le bal de l'arrêt de la coopération sur le modèle de l'aide au développement vont donner le ton qui va permettre à tous les autres pays, nous le souhaitons très vite, le Burkina Faso va suivre la danse, la Guinée-Conakry va faire pareil, le Cameroun devrait faire pareil, le Centrafrique devrait faire pareil, et tous les autres pays. Mais nous invitons les diasporas panafricanistes. Nous avons souvent lancé l'appel en disant le Mali peut être attaqué, le Mali peut être agressé. Il faut être prêt pour aller défendre le Mali. Maintenant, le temps de défendre le Mali est arrivé. Le Mali enlève l'armée économique de la France. C'est une armée néocolonialiste qui s'en va. Le Mali aura besoin, parce que ne croyons pas que les problèmes n'existent pas dans la société malienne. Il en existe. Il y a des problèmes dans les villages, il y a des problèmes dans certaines localités. Et c'est parce qu'il y a ces problèmes que ces ONG parfois trouvent leur justification d'être. Donc, nous, panafricanistes, la nature a horreur du vide. Saisissons cette opportunité pour nous imposer sur notre continent. C'est un appel que nous lançons à l'égard des diasporas et de toutes les personnes de bonne volonté en Afrique. Gare surtout aux endocolons qui vont se déguiser derrière cet appel. Nous ne saurons tolérer l'engagement des endocolons. Nous demandons à tous les panafricanistes de constituer des organisations de société civile, comme Yero a réussi sur le plan politique et sur le plan de la défense des droits des Maliens, de constituer des organisations, les Maliens qui sont sur leur territoire, constituer des organisations, le ministère valider les ONG et les diasporas, soyez solidaires, mettons de l'argent pour l'humanitaire africain. Je répète bien, mettons de l'argent pour l'humanitaire africain. Nous-mêmes, nous devons occuper ce volet humanitaire. Il faut que ce soit les panafricanistes qui gèrent l'humanitaire au Mali, c'est-à-dire les réfugiés qui seront dans les camps, les déplacés internes qui seront accueillis dans des camps ou bien dans des...
Il faut que ce soit des ONG panafricanistes qui s'en occupent. Nous allons répliquer ce modèle dans tous les pays africains qui sont dans la situation du Mali. Il faut que nous ayons nos propres réseaux d'assistance humanitaire. C'est un impératif, c'est une urgence panafricaniste et il faut que nous soyons à la hauteur de cet enjeu. Le Mali va réaliser son émancipation, bien sûr, avec ses autorités, mais il faut cette fois-ci que nous soyons tous solidaires. La première qualité, le professeur Mbelek l'a relevé, la première qualité des Africains, c'est la solidarité. Nous avons des gros hommes d'affaires. Et nous demandons, l'appel est lancé à tous ces hommes d'affaires, parce qu'ils sont très égocentriques, ces hommes d'affaires. Ils doivent savoir que la défense des intérêts africains et panafricanistes que nous menons se fera à l'avantage de leurs entreprises, parce que c'est eux qui auront désormais le dernier mot en Afrique. Il faut donc qu'ils accompagnent les sociétés civiles africaines qui vont se lever, les Dangote, Tony Eloumelu, Dampulo, tous les milliardaires africains doivent investir dans les sociétés civiles africaines qui vont naître pour aider le Mali. Il faut qu'au moins chaque homme d'affaires soit capable d'injecter, disons comme ça, au bas mot, un 500 000 $ pour appuyer nos sociétés civiles. Parce que ces gens, les George Soros, on se plaint d'eux, mais ils répondent à un agenda parce que de l'autre côté, on garantit leurs intérêts. Si de notre côté, nous garantissons les intérêts de nos hommes fortunés, que nous garantissons les intérêts des États africains, nous les encourageons à soutenir les ONG panafricaines pour que ces ONG occupent le champ de l'humanitaire. Désormais, nous devons nous-mêmes être les acteurs de notre propre destin. Afrique Média. Le monde, c'est nous.